moi, la dernière fois que j'ai vu ça, et c'est assez marrant, hein, c'est peut-être pour ça que ça va être la fin de ce genre de présentation, mais c'était Castex qui nous parlait du virus, quoi. Donc bon, ben, après Castex qui nous parle du virus, on a Marc qui nous parle de la bulle immobilière. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'immobilier. Donc aujourd'hui, on fait un tout nouvel exercice sur la chaîne. On va faire un commentaire d'une vidéo existante. Donc on a choisi pour ce premier exercice une vidéo du dégonflement de la bulle immobilière par un certain Marc Touty. Alors d'abord, on commence par l'habituel disclaimer. Le but, c'est commenter. De temps en temps, on va être d'accord, on va être pas d'accord. Nous, notre objectif, c'est d'éclairer au mieux l'ensemble des auditeurs, des gens qui regardent les vidéos, pour vous apporter notre point de vue sur la situation. Et donc, on va commencer dès maintenant. Je suis ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de l'immobilier et plus particulièrement des bulles immobilières qui pourraient se dégonfler. Alors, il y en a plusieurs dans le monde, il y a par exemple aux États-Unis, mais là aujourd'hui on va parler de deux grandes bulles, celle de la Chine qui commence à faire mal et puis celle de la France qui ne se dégonfle pas encore, mais bon, ça pourrait. Voilà, déjà, on a une introduction de 18 secondes. On a prononcé à peu près 10 fois le mot bulle, si je ne me rappelle pas. Donc, il y a des bulles partout. On a l'impression de vivre dans une bulle. Ça me donne l'impression. Il y avait un film, là, je ne sais même plus quel est le film, vous le mettrez en commentaire, vous vous rappelez, mais le gars qui vit sur un plateau télé avec sa sphère, là, ou une biosphère. Bon, apparemment, on vit là-dedans, dans l'immobilier, déjà, c'est sûr. Un petit commentaire aussi sur la forme pour rigoler quand même, mais bon. Moi, la dernière fois que j'ai vu ça, et c'est assez marrant, hein, c'est peut-être pour ça que ça va être la fin de ce genre de présentation, mais c'était Castex qui nous parlait du virus, quoi. Donc bon, ben, après Castex qui nous parle du virus, on a Marc qui nous parle de la bulle immobilière. Donc on avance. Un élément très simple, c'est que là c'est une règle de science physique, hein, les arbres ne montent pas au ciel. C'est vrai que si on regarde ici le PIB chinois. Bon, on parlait d'économie d'immobilier, maintenant on est sur une règle de science physique, les arbres ne montent pas au ciel. On continue. C'est la courbe rouge depuis 1980, regardez bien, de 1980 à 2020, donc malgré la pandémie, le PIB chinois a augmenté de 3340%. C'est évidemment énorme. Si de comparaison, l'Inde, on est à 898. Bon, il y a eu la récession évidemment. Donc là, on ne sait pas trop encore où on va. Je vous rappelle, le titre c'est de la Chine à la France. Donc en quoi la Chine va impacter l'immobilier en France? Là, on a une courbe où la Chine aurait progressé de 3340 sur le PIB. Pareil, le lien entre le PIB et l'immobilier n'est pas encore fait, mais on ne doute pas qu'il va être fait. Et on tire quelques conclusions sur le petit décrochement qu'on voit sur la fin de la courbe de la Chine, alors qu'il a cessé d'augmenter. Et je souligne aussi que sur la courbe où on est censé parler de la France, il n'y a pas la courbe de la France. 2020, États-Unis 173, France 84%. Donc, bien entendu, la France, c'est normal qu'elle ne fait pas comme en Chine, parce nous sommes déjà un pays développé. Mais néanmoins, le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, ben voilà, ça commence à écréter en Chine. Ça ne monte pas, ça ne peut pas monter effectivement jusqu'au ciel. Et donc, comme les promoteurs chinois s'étaient habitués à une croissance de 10% par an, minimum, et bien comme là maintenant, on recule un petit peu, on a fait 2% en 2020, cette année on va faire 8 à 9%. C'était une bonne performance, on fera un petit peu moins encore en 2022, mais évidemment, ça ne permet pas d'absorber effectivement toutes ces constructions immobilières qui ont été faites. Il n'y a pas assez de personnes qui viennent des campagnes pour être dans les villes parce qu'il n'y a pas assez d'activité tout simplement, et donc on a des immeubles tout simplement vides, et donc c'est ce qui fait que il faut vendre, on n'a pas de quoi rembourser, c'est la règle de base là, encore une fois. Bon, règle de base, on a eu beaucoup de conclusions là apparemment sur même des mouvements migratoires, des immeubles vides, beaucoup de notions à partir d'une courbe rouge de la Chine qui monte a priori pas au ciel. Donc je pense que ça fait beaucoup de conclusions, j'en aurais pas fait autant, et j'ai toujours du mal à identifier l'impact entre cette courbe et l'immobilier en France, vu que c'est ce qui nous intéresse, mais on va avancer et on va sans doute comprendre tout ça. Autant, plus normalement ça augmente, il y a des phases de ralentissement, voire de dégonflement de bulles, comme ici en 91-98, ça avait fortement baissé, après ça redémarre, et puis là vous avez le PIB en valeur qu'on crée en France, on a évidemment un écart énorme. Alors si on coupe le graphique en deux, on voit... Donc là on voit une analyse on met sur le même graphique le prix des logements anciens et le PIB en valeur en France. Donc on va essayer de comprendre ça, mais a priori ça voudrait dire, de ce que je comprends, que parce que le prix des logements augmente plus que le PIB, ça voudrait dire que la bulle existe, et ça démontre que la bulle existe, c'est même le titre. Bon, en 1950, dans le PIB, il n'y avait pas Apple, il n'y avait pas, si on parle de trucs en France,
Il n'y avait pas d'entreprise française dans l'informatique ou dans les technologies. Il n'y avait peut-être pas la Fnac, il n'y avait peut-être pas tout ça. C'est pas pour autant que ces entreprises-là sont des bulles et n'ont aucune réalité. C'est juste qu'elles sont rentrées dans le PIB et en font partie. Donc le fait que le prix des logements ait une part plus importante dans le PIB, a priori, ne m'amène pas à d'autres conclusions que le logement a une part plus importante dans le PIB, qui est déjà une conclusion en soi intéressante. La première bulle, hein, la bulle de 84-91, à l'époque c'était une vraie bulle spéculative, on achetait, on revendait avant d'avoir été livré, parfois même. Et donc on voit bien que ça a flambé très fortement. Donc on avait un écart entre la courbe rouge, qui est donc le PIB en valeur en France. Vous voyez qu'on était sur le PIB global, également des revenus des ménages, ne cesse de croître. On a ce fameux graphique qu'on appelle de Frigit, hein, qui rapporte justement l'évolution des prix des logements anciens par rapport donc aux revenus. Voilà, on commence par bien comprendre déjà le vocabulaire employé. On voit que les notions de bulle à chaque fois, en gros, bulle, ça veut juste dire augmentation des prix. Donc c'est assez intéressant et on va reprendre l'analogie qu'on a dit au tout début. Donc dès qu'il y a une augmentation, on est dans une bulle. Donc ça veut dire que tous les prix qui augmentent autour de vous, vous êtes dans des bulles. Et voilà, en gros, c'est juste un synonyme. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est quand même beaucoup plus simple de comprendre l'argumentaire. Bulle signifie augmentation. À la fin du diagramme, on va voir ce qu'il en dit, mais apparemment, la bulle fait de la résistance. Donc on vit dans une espèce de bulle de savon et qui ne veut absolument pas casser. On ne sait pas pourquoi, elle grandit, elle ne veut pas casser. On va essayer de comprendre pourquoi. Le taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'en Chine aujourd'hui, finalement là, on a le gouvernement qui lâche un petit peu Evergrande, parce que justement, il n'a pas de quoi rembourser les intérêts de la dette. Là, c'est un petit peu pareil. Si on a un à-coup économique, et donc dès qu'on va enlever la perfusion de la planche à billets dans les prochains mois, évidemment, on va arrêter cette perfusion, et donc à partir de là, on aura du mal justement à payer les logements, et donc il y aura Donc Marc nous prédit qu'on va arrêter la production de billets, la planche à billets, donc c'est une prédiction. De là, le savoir, je n'en sais rien. Vous noterez que sur la courbe, il y a une évolution entre le taux d'intérêt, donc le taux d'intérêt des emprunts bancaires, et le prix de l'immobilier. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. En gros, vous enlevez le mot bulle, vous mettez l'augmentation, et vous avez la phrase réelle. Donc l'augmentation du prix de l'immobilier, oui, est liée au taux d'intérêt. On avait démontré ça dans une dernière vidéo qu'on vous mettra en commentaire, en bas ou en petite vignette. On avait déjà fait une analyse que, en fait, comme dans l'immobilier, 80% des achats immobiliers se font par de l'endettement bancaire, le coût de l'endettement bancaire fait partie intégrante du prix de l'immobilier. Il faut le prendre en compte pour faire une analyse intelligente, sinon ça ne sert à rien. Et on avait fait cette analyse-là sur les dernières années. On s'était rendu compte qu'effectivement, l'augmentation est quasi uniquement due, mais c'est vraiment à l'ordre zéro. En comparaison, toutes les analyses sur la Chine et sur Evergrande, c'est rien du tout. La baisse des taux d'intérêt est le principal facteur de l'augmentation des prix de l'immobilier en France. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, c'est du peanut, j'allais dire. Donc, parler de Evergrande à l'autre bout du monde, de la Chine, qui a un impact sur le prix de l'immobilier en France, j'allais dire, à mon sens, c'est faux. Peut-être que Marc croit à l'effet papillon et qu'un papillon à un bout du monde va provoquer une tornade à l'autre bout. Moi aussi j'y crois, je trouve ça joli dans les romans et dans les films, mais je ne l'ai pas encore vu dans la vie réelle. Il y a aussi des entreprises qui risquent, des promoteurs, un peu comme en Chine, de ne pas pouvoir rembourser les intérêts de la dette. Donc ils vont devoir vendre, ce qui va précipiter la baisse des prix. Donc on le voit, c'est très net. Donc ce qui alimente assez les taux d'intérêt en France, c'est la courbe rouge. La courbe bleue sont les prix des logements donc dans l'ancien. Dès que les taux d'intérêt ont tendance à baisser, comme ici, les prix ont tendance à augmenter. Là, c'est exactement la même chose. Et à partir du moment où les taux d'intérêt vont remonter, alors ça commence un petit peu, mais c'est encore très, très balbutiant, mais ça va bien sûr continuer. Alors à ce moment-là, les prix risquent au moins de se calmer. Donc effectivement, là, on est bien d'accord. C'est une analyse intéressante. Bon, c'est clairement dommage de mettre au même niveau l'analyse sur quelque chose qui a un impact direct sur le prix de l'immobilier. Et 2 slides avant, on parlait d'un promoteur chinois qui allait avoir des difficultés ou qui ne remboursait pas sa dette. Ce n'est pas du tout le même niveau d'impact. Il y en a un qui est à l'ordre zéro, c'est-à-dire que c'est un impact direct, et c'est de la vraie politique du prix du logement que font les gouvernements, et l'autre qui a un impact très diffus, ou alors je ne connais pas les liens entre les Chinois et la France, peut-être que les Chinois possèdent 80% de l'immobilier en France, mais j'ose espérer que non, et je ne crois pas. Donc voilà. Ensuite, il essaie de faire une conclusion en disant que les taux
vont remonter, donc ça aura un impact sur le prix de l'immobilier. Il y a quelque chose qui est vrai, c'est que si les taux remontaient, il y aurait un impact sur le prix de l'immobilier. Encore une fois, de là à dire qu'ils vont remonter, à part si vous êtes une petite mouche et que vous êtes capable d'aller dans les réunions de la Banque Centrale Européenne et de connaître leurs objectifs dans les 5 prochaines années. Moi, en tout cas, je n'ai pas ces oreilles-là. Peut-être que Marc, président du cabinet à ces défis, est capable d'être dans les instances de la Banque Centrale Européenne. Mais dans ce cas, qu'ils nous le disent et qu'ils nous montrent les documents qui expliquent que les taux vont réellement remonter. Juste quelques faits assez nets sur l'offre. On a le développement, même si ça se calme un petit peu, mais du télétravail. Donc l'immobilier de bureau, il n'y a qu'à aller à la Défense pour voir qu'il y a beaucoup de tours quasiment vides, entre guillemets. Donc l'immobilier de bureau est en train de s'effondrer. Donc comme beaucoup de fonds d'investissement vont acheter de l'immobilier de bureau, ils risquent de devoir vendre ou de transformer en immobilier d'habitation. Donc ça va faire augmenter l'offre d'habitation. Et parallèlement, pour compenser les pertes sur l'immobilier de bureau, les promoteurs risquent également de vendre l'immobilier donc de logement, où ils gagnent encore de l'argent. Donc là aussi, ça va faire augmenter l'offre de logement. Parallèlement, indépendamment bien sûr de la pandémie, jusqu'à... Bon, l'augmentation de l'offre, je n'ai pas trop compris ce qu'il veut dire sur le télétravail. C'est vrai que le télétravail a réduit drastiquement la présence des gens dans les bureaux. Vous l'avez aussi dans une vidéo spécialisée sur l'immobilier commercial où on a bien détaillé tout ça. C'est vrai à court terme, la question c'est à long terme. À court terme, c'est vrai que les bureaux ont été assez vidés. Il y a même certains propriétaires effectivement qui ont baissé les loyers très fortement pour attirer à nouveau les entreprises dans les locaux. À court terme, c'est vrai. À long terme, c'est moins évident. L'offre augmente très peu en France chaque année, étant donné que la promotion, voilà, ça construit au rythme que ça peut. Mais 99% des logements en France, ça reste de l'ancien, ça reste des choses qui existent. Sur les décès, pareil. 60 000 décès de plus par an, c'est du court terme. Je pense pas et j'ose penser que ce sera même faux quand même que le Covid va provoquer plus de décès, 60 000 par an jusqu'à toujours. Non, a priori, c'est un impact court terme. Et donc, se servir de ça pour analyser l'immobilier à long terme, ça me paraît aussi un petit peu compliqué. Il y a un problème de zoom en fait dans cette analyse. Il y a 5 minutes, on était sur une slide qui représentait l'immobilier sur 40 ans. 2 minutes après, on est sur l'impact du Covid à 2 ans. On ne peut pas raisonner comme ça. Soit on analyse quelque chose à très court terme et vous voulez savoir est-ce que votre immobilier va augmenter dans les 6 mois ou savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois et on le fait comme ça. Soit on fait quelque chose à très long terme. L'impact du Covid sur 40 ans pour l'immobilier, ça n'existe pas. Vous ne le verrez plus. Dans 30 ans, vous ne le verrez plus. C'est comme si ça n'était pas arrivé. Encore dernièrement, on avait 570 000 décès, on va dire, une augmentation, perfusion augmentée. Du côté maintenant de la demande de logement, bien là, on voit bien qu'on a des risques sociaux qui sont là un petit peu tous les jours, même si pour l'instant on ne les a pas vus parce qu'on avait protégé. Là, c'est une slide intéressante quand même. On est plutôt dans les conclusions là, de la vidéo. Et là, il nous dit, du côté de la demande, donc il y a différentes choses quand même assez fausses qu'il faut qu'on rectifie. Donc il indique la faiblesse du pouvoir d'achat et sans doute qu'il serait en baisse. Donc ça, on a vu pareil dans une dernière vidéo que c'est faux. En tout cas, c'est pas dans les proportions où il semble l'indiquer. Le pouvoir d'achat a baissé de 2% pendant le Covid parce que l'État a injecté beaucoup d'argent dans le système. Donc le fait que le pouvoir d'achat baisse, c'est faux. Le deuxième point, on va voir s'il l'explique après, mais je réagis sur ce qui est écrit. Resserrement des conditions de crédit, c'est pareil, c'est faux. Je vous rappelle que Bruno Le Maire, donc ministre de l'économie, a décidé il n'y a pas si longtemps que ça pendant la crise, justement de desserrer les conditions de crédit. C'est-à-dire que les banques, en gros le gouvernement donne des instructions aux banques et les banques ont le droit de déroger à ces instructions dans 20% des cas, mais ils sont obligés de s'y conformer dans les autres. Et dans les conditions de crédit, aujourd'hui, ça a été libéré jusqu'à 27 ans alors qu'avant c'était 25 et jusqu'à 35% d'endettement alors qu'avant c'était 33% d'endettement. Donc cette phrase est fausse. Aujourd'hui, les conditions de crédit sont plutôt plus faciles qu'avant la crise. Et d'ailleurs, je vous encourage à vous en renseigner. Si vous avez des projets d'investissement, c'est plutôt intéressant pour vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On arrive au bout de la vidéo. On espère qu'on aura bien décortiqué l'ensemble des éléments et de clarifier tout ça. Si ça vous plaît, mettez des commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous et mettez la cloche. Nous, on a vraiment besoin d'avoir des retours pour voir si c'est intéressant pour vous ce genre de vidéo. Comme ça, on pourra les poursuivre et on s'attaquera à des nouvelles vidéos au plus vite. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt.